Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Boris Tavernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des surprises de ces élections législatives. Votre nom est sorti du chapeau dans les négociations au sein du nouveau Front populaire. C'est Bruno Bernard, semble-t-il, qui a proposé votre nom. Comment s'est fait votre entrée en politique? C'est fait rapidement, très rapidement, dimanche soir, quand j'ai vu Emmanuel Macron annoncer la dissolution, je me suis dit que c'était maintenant qu'il fallait y aller, qu'il fallait se positionner, que je n'avais pas envie de me réveiller le 8 juillet avec Bardella au pouvoir et tout ce que ça pourrait générer, donc je me suis lancé. Et c'est vous qui avez contacté Oui, Bruno oui, Bernard pour proposer votre candidature? oui, exactement. J'ai laissé un message et puis après j'ai attendu. J'ai vu que beaucoup de noms sortaient dans la presse. Je savais qu'en tout cas les négociations se faisaient à Paris, qu'on n'avait pas forcément la main localement. Donc j'ai attendu patiemment. Et puis voilà, le jour où l'annonce a été faite, j'ai été investi par le Front populaire. Et c'était plutôt agréable de voir tout de suite la grosse mobilisation et l'union derrière cette candidature. Votre nom a fait immédiatement l'unanimité au sein du Front populaire dans sa diversité. Ouais, bah, c'est le sentiment que j'ai eu. Et puis j'ai tout de suite aussi appelé les personnes concernées. J'ai appelé Nathalie Perrin-Gilbert, voilà, c'est une femme de gauche avec aussi des valeurs écologiques. Donc elle a tout de suite retiré sa candidature, m'a apporté son soutien. J'ai appelé David Kimmelfeld, j'ai appelé vraiment un peu toutes les personnes qui sont sur cette circo. Vous êtes soutenu de LFI à Kimmelfeld. Et ben pour l'instant, oui, et c'est quand même assez agréable. Donc c'est aussi à moi de montrer que je peux être digne de leur confiance. Alors un mot sur votre parcours. Vous étiez à la tête de l'association VRAC, que vous allez laisser si vous êtes, Oui, bien sûr. élu député. Alors, l'association VRAC, c'est une association qui se défend dans les quartiers populaires, notamment le bien manger. Comment ça fonctionne? Alors l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre, et notamment aux habitants des quartiers populaires qui sont souvent victimes de cette double peine. Soit on n'a pas les moyens économiques de se nourrir, soit on n'a pas d'offres sur le territoire. Donc nous, on développe des groupements d'achat et tous les mois, les habitants peuvent choisir parmi une centaine de références de produits bio, de produits locaux. Donc ça, c'est important, cette notion d'alimentation choisie, ce n'est pas un panier qu'on te donne. Et puis surtout, ils payent. Donc on a une tarification différenciée qui permet à tout le monde de bien consommer. Et on crée des épiceries éphémères, le plus souvent dans un centre social, où les habitants vont venir avec leur emballage, avec leurs bouteilles. Et on va créer vraiment cette ambiance de petits marchés sur les territoires. Vous aviez touché plus d'1,5 million d'euros du plan de relance à l'époque Oui, oui, en par Olivier 2021. Véran. Ouais. Oui, bah, ça nous a Qu'est-ce que vous en permis, avez fait? ça nous a permis de tripler notre action. On avait 6 associations à l'époque et on en a créé 12 de plus. Donc on a vraiment étendu le réseau pour essayer de répondre au maximum à cette urgence sociale. Donc non, on fait très attention à l'argent public. Et là, on en a encore bénéficié d'une aide assez forte du Fonds Mieux Manger pour tous, de 2 400 000 euros. C'est ce qui nous a permis de baisser les prix. Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, on voyait bien que les files d'attente au Resto du Cœur commençaient à grandir. Chez VRAC, il faut payer. Jusqu'à il y a quelques mois, on payait le prix d'achat, il n'y avait aucune marge effectuée. Mais avec l'inflation, ce n'était pas suffisant. Nos adhérents, les habitants des quartiers n'avaient même plus les moyens de s'offrir le prix coûtant. Donc on a généré des nouveaux tarifs qui permettent maintenant à tout le monde de mieux se nourrir. Ça ne fonctionnerait pas sans argent public. Non, c'est un choix politique. Enfin, c'est vraiment hyper important. C'est une volonté politique de vouloir que les gens se nourrissent bien, que de vouloir soutenir une agriculture paysanne et biologique. Donc, c'est normal que ce soit aussi financé par le public, mais aussi par des fondations privées. Alors, vous défendez la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire. Le principe, c'est 150 euros par mois et par personne pour bien se nourrir dans son quartier, mais dans un fonctionnement coopératif. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est la variable d'ajustement. Une fois qu'on a payé le loyer, les factures, il n'y a que là-dessus qu'on peut rogner. Donc on oriente notre consommation vers le moins cher, à défaut de la santé, à défaut de la qualité. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'universalité. Ça, c'est vraiment extrêmement important de sortir de la politique pour les pauvres. On dit souvent une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique. Donc il faut que ça soit universel. Le deuxième pilier, c'est la cotisation. Donc chacun cotise selon ses moyens. Peut-être que vous cotiserez 100 euros, 150 ou 200 euros pour obtenir ces 150 euros. Et le troisième pilier, c'est cette question de conventionnement. Donc, comment on l'a fait après-guerre avec les médicaments, les praticiens? Qu'est-ce qu'on fait de ces 150 euros? Et ça, on le décide de manière collective avec des assemblées citoyennes sur les territoires qui vont choisir dans quel magasin, chez quel producteur on peut utiliser cet argent.
Donc l'objectif, c'est vraiment de marcher sur ses deux pieds, soutien à une agriculture biologique paysanne qui est en souffrance et de mieux nourrir les gens. Et pour l'instant, vous le faites sur la base du volontariat, c'est expérimental. Oui, mais c'est une expérimentation qui a lieu partout en France. Il y a déjà une trentaine d'expérimentations dans les villes, dans les campagnes. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe et un collectif national qui défend tous ces projets. Il y a beaucoup de gens qui spontanément sont prêts à payer plus pour toucher moins. Ben aujourd'hui, oui, bizarrement, hein, ça peut être surprenant, mais en tout cas, on trouve bon nombre de personnes qui ont effectivement des moyens économiques et qui participent à cette caisse alimentaire parce qu'ils y voient l'intérêt aussi pour la société et pas uniquement pour eux. Alors, un mot sur la campagne. Dans l'actualité, on a vu votre opposant, Loïc Terren, qui est le candidat de Renaissance, accuser vos militants de propos racistes ou antisémites sur les marchés. Il n'y a pas d'enregistrement, mais c'est le témoignage de ses propres militants. Ce sont des témoignages que vous prenez au sérieux? Alors, très honnêtement, moi, je suis vraiment horrifié de voir mon nom associé aux mots antisémites ou racistes. C'est vraiment une violence que je n'accepte pas. Si ces faits sont avérés, évidemment que je les condamne fermement. Je ne serais pas candidat aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une union et si ce n'était pas écrit noir sur blanc la lutte contre toute forme d'antisémitisme, racisme et discrimination. Donc on est en train de voir en interne ce qui a pu se passer. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. J'espère qu'il n'y a pas eu de mensonge là-dessus, mais je ne laisserai pas passer. Je ne veux pas de militants qui puissent avoir de tels propos dans ma campagne, que ça soit bien clair. Vous prenez au sérieux le témoignage de votre opposant? Je prends au sérieux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rigoler avec l'antisémitisme, c'est trop important. Aujourd'hui, la communauté juive a peur, je peux les comprendre, mais je pense qu'elle devrait surtout avoir peur du Rassemblement national. Chez le Front populaire, à ma connaissance, il n'y a eu aucune condamnation pour antisémitisme, alors que ça fait légion de l'autre côté. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemi. Un mot aussi sur votre prédécesseur, Hubert Julien Laferrière. Vous avez dit que vous aviez contacté tout le monde à gauche. Oui, bien sûr. Vous l'avez contacté? Oui, je l'ai appelé aussi, c'est normal. C'était lui, mon prédécesseur, on ne se connaît pas bien. Il ne m'a pas dit grand-chose de plus que ce qu'il avait annoncé dans son communiqué, et puis la découverte, en tout cas, des grands singes. Mais je suis vraiment attaché, au-delà de ça, de rassurer les électeurs. Je ne suis pas Hubert Julien Laferrière. Ça fait des dégâts, son histoire? Ben, y a un manque de confiance. Moi, j'arrive sur un territoire où le député n'a pas été suffisamment présent pour les électeurs, et moi, j'ai envie de leur montrer que je serai là avec eux et qu'on va construire aussi ces 3 prochaines années ensemble avec les citoyens et avec les associations. Alors vous restez société civile, vous allez dans aucune chapelle au final? Bah, aujourd'hui, je suis société civile. Après, à l'Assemblée, je serai dans le groupe écolo, parce que la CIRCO était pour les écolos, mais je reste non encarté, et je pense que c'est aussi c'est ce qui rassure vraiment. Et moi, c'est sur mes convictions, je suis écolo et de gauche, je suis ou de gauche et écolo, comme dans le sens que vous voulez. Mais ce qui compte, c'est le travail qu'on va réussir à faire collectivement, encore une fois, avec la société civile et les associations. Vous avez vu que ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a dit à nouveau qu'il était disponible pour être le Premier ministre, ce qui, à gauche, ne fait pas l'unanimité. Alors vous êtes, de ce point de vue-là, de quelle chapelle? Bah, moi, je pense qu'on n'en est pas encore là. Donc évidemment que tout va très vite. On n'est pas encore au premier tour, donc j'y vais étape par étape, et puis on verra d'abord les résultats au 7 juillet, quelles forces sont en présence, et puis on décidera de manière démocratique qui sera le Premier ministre. Donc, vous n'avez pas de préférence entre un Jean-Luc Mélenchon et un Jean-Luc Berger, j'ai pas envie de cristalliser la campagne sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que les médias en font largement, suffisamment, voire beaucoup trop sur une seule personne. Donc non, vraiment, j'ai cette volonté qu'on puisse décider de manière démocratique. C'est pas, ma seule voix ne compte pas. Et vous n'excluez pas un Jean-Luc Mélenchon alors? Vous n'avez pas de préférence dans les noms qui sont cités? Comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui, je ne prends pas position. J'attends de voir les résultats et on verra ce qui se passe. Comment vous sentez cette campagne? On voit que les sondages donnent toujours le Rassemblement national devant le front de gauche. Oh, mais il reste du temps, et puis on grignote pas à pas, on est sur le terrain, on est partout, tout le temps. Il y a une grosse dynamique. Moi, j'étais vraiment bluffé de voir qu'il y avait plus de 700 personnes sur la CIRCO 2 de mobiliser pour aller tracter, pour faire du porte-à-porte. Donc il y a quand même une grosse mobilisation partout sur la métropole de Lyon. Donc ça, c'est hyper rassurant, et puis on ne se sent pas seul pour mener le combat. C'est une circonscription où le Rassemblement national est assez faible. Il n'est pas du tout représentatif. Il faut qu'il le reste. C'est pas représentatif de ce qui se passe dans le reste du pays. Non, bien sûr, mais il faut quand même faire le travail, il faut quand même lutter contre ces idées, parce que c'est trop dangereux culturellement, au niveau social, au niveau économique, que de les laisser au pouvoir.
Boris Tavernier. Je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.